Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 9 mars 2026, le président de la transition malgache, Michael Randrianirina, annonce à la surprise générale la dissolution de son gouvernement. Une dissolution qui intervient à peine 5 mois après sa formation. Mais que se passe-t-il véritablement à Madagascar? Quels sont les ressorts de cette dissolution? La transition politique est-elle en panne à Madagascar? Quelle analyse faire de l'influence politique de plus en plus forte du mouvement de la Gen Z? Le nouveau gouvernement formé le 25 mars 2026 sera-t-il à la hauteur des attentes et saura-t-il engager Madagascar sur la voie d'une stabilisation durable? 4 malgaches avec moi pour en parler. Lala Hingo Rajao Rissoa, vous êtes journaliste, membre de l'Union internationale de la presse francophone, plutôt proche de l'ancien président Andry Rajoelina, destitué en octobre dernier. Pour vous, ce qui se passe dans votre pays appelle à des solutions de fond qui prennent en compte les problèmes à la racine et non un changement de personne. Mais on en parle au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rodin Razami Manana, grand observateur êtes-vous de la vie politique malgache. Vous êtes par ailleurs pasteur, panafricaniste, plutôt proche de l'actuel président de la transition qui, selon vous, a la maîtrise totale du jeu politique malgache. On en parle au cours de cette émission. Merci. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pamphile Rambeloson, vous êtes journaliste, fin connaisseur êtes-vous également du jeu politique malgache. Alors, quelles sont les clés pour une stabilisation politique durable de la Grande Île? On en parle au cours de cette émission. Merci. Bonjour Richard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Grégory Sileni, cofondateur de Madagascar, média un grand connaisseur. Êtes-vous également de la vie politique malgache? Merci d'avoir accepté notre invitation pour décrisper et pour décrypter la crise politique que connaît votre pays et les possibilités qu'il y a aujourd'hui pour le nouveau gouvernement de stabiliser durablement votre pays. Bonjour Richard, merci pour cette invitation. Maintenant, commençons par vous. Honneur aux femmes. On le sait, la pression sociale à Madagascar est forte et la pression politique aussi. Comment comprendre cette dissolution intervenue le 9 mars dernier? Déjà, en fait, vous avez parlé de pression sociale et de pression politique. Oui. Vous avez parlé également de la Gen Z. La Gen Z, les personnes au pouvoir les utilisent quand ça leur chante. Pensez-vous? Voilà, parce que déjà, vous avez parlé de stabilité. Oui. Le gouvernement qui était en place, qu'ils ont limogé, était justement sur cette voie de la stabilité. On a cherché une personne qui savait travailler vite et bien, qui a déjà son réseau de connaissances pour faire avancer Madagascar. C'est un gouvernement qui a travaillé. Même si je ne suis pas pour le gouvernement actuel, je reconnais qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par ce gouvernement. Sauf que ce gouvernement a travaillé en silence sans tout le cinéma de Facebook, de la Gen Z et de tout. Et on l'a désigné aussi comme un ancien membre, enfin, affilié à l'ancien régime. Je veux dire, c'est une analyse un peu débile, parce que la majeure partie des personnalités, à un moment ou à un autre, ont tous fait partie de l'ancien régime ou des régimes antérieurs. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'il a été affilié, il va travailler. Si on l'a nommé pour ce gouvernement, c'est pour qu'il travaille pour ce gouvernement et qu'il travaille pour Madagascar. Il n'est pas nommé là parce qu'il était orange. Donc, je pense que c'est une analyse qui a été faussée. Vous parlez du Premier ministre. Le Premier ministre qui a été limogé. Qui a été limogé et on a le 9 mars dernier. Voilà, on a bien vu tous les efforts qu'il a fait pour pouvoir amener Madagascar, en fait, sur les rails de la stabilité. Et d'ailleurs, la preuve, sur le nouveau gouvernement qui a été fait, 17 ministres ont été reconduits. Donc... il n'y avait pas véritablement... Voilà. Qui peut expliquer, en fait... Vous qui connaissez très bien le jeu politique, malgré comment comprendre cette contradiction? Alors, votre compatriote dit, ce gouvernement travaillait bien. Alors, et comment comprendre sa dissolution? Le gouvernement a fait ce qu'il a pu, d'accord? Enfin, l'ancien gouvernement, je parle. Oui. Et je pense que le limogeage, c'est plus dans l'aspect d'accélérer
le changement et d'amener encore de nouvelles têtes qui soient, je dirais, acceptables, puisque c'est ce qui a été relevé, que les députés ont proposé donc ce Premier ministre, et ce nouveau Premier ministre est parmi ceux qui ont été proposés par les députés. Donc, c'est-à-dire qui fait un consensus pour amener un gouvernement stable, pour amener donc un apaisement politique. Et tous les députés ont approuvé la nomination. Et je pense que ça, c'est une bonne base déjà, oui, que les députés puissent approuver une nomination qui a été proposée par eux-mêmes. Mais M. Rambelosson, restons sur la dissolution. On le sait, en octobre dernier, quand le président de transition formait ce gouvernement qui a été dissous, il leur donnait quelques mois pour les évaluer, pour voir s'ils ont bien travaillé ou pas, et ils allaient continuer à travailler avec eux ou les limoger. Votre compatriote dit ce gouvernement travaillait. Quelqu'un forçait la main au président pour procéder à cette dissolution? Moi, personnellement, je ne suis pas trop surpris pour la dissolution. Parce que même le président, le PRRM, le colonel Michael Randenirin, lors de sa formation de ce gouvernement, il a déjà dit que voilà, vous travaillez pendant 2 mois. C'est ça. Voilà. Donc pendant 2 mois, mais moi j'étais étonné quand même parce que ça a duré 5 mois. Mais voilà, il a donné déjà le deadline de 2 mois. Donc c'est-à-dire que les gens, on va dire, si les gens ils ont bien travaillé, c'est normalement ils étaient reconduits, de ce qu'on a vu là. Mais moi je suis pas très surpris de la dissolution. C'est vrai qu'il y avait une pression de la sociale, et les gens aussi veulent aller vite. Ils veulent aller vite, des résultats. Alors que le changement, c'était juste il y a 2 mois. Donc on ne va pas dire que voilà, pendant une économie qui est gangrénée pendant 16 ans, en 2 mois, ça va donner une intense innovation. Donc, c'est vrai. Voilà. Donc, et après, c'est la Gen Z aussi qui a fait des pressions. Parce que la Gen Z, on sait bien que voilà, ce sont des jeunes qui ont vraiment cru au changement. Et ils ont demandé de changer même le système. Et par rapport à la nomination du nouveau Premier ministre, il y avait un débat aussi à l'Assemblée. Parce que il ne faut pas oublier que ce régime-là, on va dire intérim ou transition, c'est encore dans la Constitution. Donc, l'article 54 de la Constitution malgache disait que voilà, c'est la majorité à l'Assemblée nationale qui donne des propositions au président pour qu'il puisse désigner un premier. Alors qu'il y avait une géométrie tout à fait remarquable au niveau de l'Assemblée. On ne sait plus qui va avec qui. L'ancienne majorité qui était l'IRMAR avant, ils étaient tous devenus derrière le président maintenant. C'est ça. Voilà. Donc c'est un peu difficile. Donc c'est depuis le début, le colonel Michael, il a donné le temps. Que voilà, dans 2 mois, il faut un résultat. Voilà, donc moi, c'est pas... Alors, c'est important. Vous n'êtes pas surpris, mais c'est important, c'est intéressant l'élément que vous évoquez, Grégory Selloni. Que peut-on atteindre comme résultat en 2 mois? Est-ce qu'au fond, le président lui-même n'est pas à la base, dès le départ, de cette dissolution, puisque, au fond, il est difficile d'atteindre des résultats en 2 mois? Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, ce que je pense, c'est que cette transition et cette refondation menée par Michael Randenirin, on peut la segmenter en 2 temps. C'est-à-dire qu'il y a les premiers mois où il y a la prise de pouvoir qui a été faite, et notamment avec ce discours qu'il a tenu en disant qu'il donnait 2 mois, mais bon, c'est que ça me paraît un peu présomptueux de dire qu'on puisse obtenir des résultats au bout de 2 mois. Et forcément, il ne faut pas occulter 2 choses. Il y a l'impréparation d'arriver au pouvoir, puisqu'il y a une prise intempestive du pouvoir, ça c'est la première chose. Et donc, il y a eu ce premier gouvernement, mais après, ce qu'on peut voir, et moi c'est plutôt ça que j'observe, c'est ces déplacements à l'étranger, ces déplacements diplomatiques, que ce soit aux Émirats Arabes Unis, en Russie et en France. Et je pense que Michael Randenirin est en train d'habiter son rôle de président de la refondation. Et on peut subodorer que ce nouveau gouvernement marque vraiment le véritable début
de la transition et de la refondation avec ce nouveau gouvernement. C'est plutôt Celui du comme ça 25 que- mars. Celui du 25 mars. C'est comme ça que j'analyse. Pourquoi ? Parce que déjà, comme l'a dit à juste titre Lala, il y a 17 ministres qui sont reconduits. C'est ça. C'est juste la primature qui change. Et on sait qu'aujourd'hui, l'une des grandes attentes de la société civile et donc de la Gen Z, c'est qu'il y ait un système qui change, en tout cas par les hommes. Et le Premier ministre, le nouveau Premier ministre, Mamtine Anjana Risson, est censé incarner cette éthique par son passé, par son parcours. Et du coup, c'est lui qui va mener en fait ce gouvernement et la politique intérieure pour vraiment maintenant qu'il y ait l'empreinte de Michael Randjanirin à travers ce nouveau gouvernement. Grégory Sirini, alors, madame, il dit un mot important, il parle d'éthique. Effectivement, on a introduit dans le jeu politique malgache la notion de mensonge, de détecteur de mensonges. D'où vient, c'est très important pour qu'on comprenne, d'où vient cette cassure entre le peuple et les élites au point où tout le monde, au point où il pèse sur chaque homme politique une présomption de corruption. Bah écoutez, déjà, je vais déjà revenir sur le polygraphe, puisque ça a fait des gorges chaudes dans le monde entier. Comment vous imaginez que des polygraphes qui ont été utilisés pour les criminels russes soient envisagés pour voir en fait l'honnêteté des ministres malgaches? Ça veut dire en fait qu'on range les ministres malgaches au même rang que les criminels russes. Ça vient d'où? Ça vient des Russes. C'était un expert russe qui devait en fait voir le... Oui, mais à Mais il n'a Madagascar... pas été utilisé, hein. Rassurez-vous. Oui, bien Il y a sûr. des gens qui ont déjà désigné auparavant les ministres comme ils ont fait déjà à l'Assemblée nationale. Et je reviens sur un point bien précis. S'il vous plaît. Tout à l'heure, on avait dit que c'était l'Assemblée qui proposait le Premier ministre. Le Premier ministre qui était en place et qui a travaillé en silence. Et je pense qu'il s'est surtout focalisé sur son rôle de Premier ministre, mais pas sur les aberrations de ceux qui sont au palais. Il faut le dire, toutes les personnes qui sont maintenant au palais, conseil technique, certains à l'Assemblée nationale, certains ministres, ne sont pas du tout en fait honnêtes ou propres. Ils ont des casseroles qui traînent, des condamnations, Et c'est connu. Et c'est connu de tout le monde. Et ce sont ces gens-là qui vont désigner le Premier ministre qui va travailler pour la refondation. J'y crois pas du tout. On ne fait pas, en fait, des bonnes choses avec des personnes sales. Ça, c'est une phrase assez importante. D'où est-ce que ça vient entre cette rupture de confiance entre les Malgaches et leur élite? Cette rupture de confiance, je peux l'expliquer parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure, il y a les députés, il y avait cette géométrie variable au niveau de la majorité. Il y a une loi aussi, il y a la loi intérieure de l'Assemblée nationale qui disait que voilà, si tu quittes un groupe parlementaire, Tu dois quitter l'Assemblée. l'article 72 de la Constitution qui disait que voilà, tu peux plus appartenir à un autre, sinon tu es révoqué. Voilà, mais tout ça c'est de la surface. Ils n'ont même pas appliqué. Il y a des danses musicales au niveau de l'Assemblée. Donc cette danse-là, ça permet aux gens aussi, avec leur... comment ça, ils touchent beaucoup d'argent avec alors que les peuples... Ah, c'est vrai? Ils ont crevé des faim. Il y a là, en ce moment, si on parle terre à terre, à Ambossare, Antime, dans la région du sud de Madagascar, les gens, ils meurent de la famine. À notre époque, il y a encore des gens qui n'en mangent pas à sa faim. Alors que les gens, ils roulent avec... Moi Richard, moi, je vois à Madagascar... Il y a un fossé entre le niveau de vie il y a plus de la grande majorité. De 4 de V8 qu'en France. Alors, c'est vrai? En France, c'est interdit parce que c'est la pollution, c'est le voilà. Mais à Madagascar, tout le monde roule en V8. C'est le symbole du pouvoir. C'est le symbole. Voilà. Alors, donc, peut pas dire ça, que il y a c'est une différence. Il y a une différence énorme. un grand fossé entre le niveau de vie voilà. de la grande majorité. Voilà. Mais vous êtes pasteur, donc vous n'êtes par définition
moralisateur. Oui. Et vous avez un regard assez critique, moral, assez critique sur les mœurs et les pratiques dans votre pays. Si on suit bien, si on comprend bien, au fond, le président de la refondation, il a hérité d'une situation d'effritement qui le dépasse, au fond. On va dire qu'il a hérité de quelque chose. Oui. Mais ça, c'est pas de lui que ça vient. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui a été instauré depuis des années, avant même Radziwiłł, avant même tous les présidents qui sont passés là. Ça, c'est quelque chose qui a été installé depuis longtemps. Je ne vais pas revenir jusqu'à l'indépendance, mais c'est à peu près par là-bas que ça a commencé. Dès l'instant où l'ancien colonisateur a institué différentes catégories de personnes, ceux qui ont le pouvoir et ceux qui doivent être, dirigés, Oui. là, le fossé s'est déjà creusé. Donc, ça a commencé là-bas. Maintenant, ça s'est, aggravé. Ça s'est perpétué et ça s'est aggravé. Et en fait, comme ce qui se passe dans les histoires bibliques, en étant pasteur, en fait, le peuple n'est que le reflet des dirigeants. C'est-à-dire que le peuple ne fait que ce que le dirigeant fait. Donc, si le modèle des dirigeants, c'est ce qu'il montre là, pour le peuple, c'est le modèle. C'est-à-dire que c'est ça qu'il doit faire. Et c'est la même chose quand on parle de corruption, tout ça. Oui. Si les dirigeants montrent que c'est ça la norme, Oui. pour le peuple, c'est normal. Donc, Ça veut dire le modèle ne vient pas d'en haut, dites-vous. justement, les le modèle dirigeants Vient d'en haut. Le modèle, oui. Enfin, Oui. je vais dire, le bon modèle. Ouais, Le bon modèle ne vient pas d'en haut. voilà. Enfin, le modèle qui montre, en tout cas, c'est pas pas le un bon modèle qui façonne et qui construise le pays. C'est un modèle de mendiant, puisque lorsqu'on obtient une aide de quelque part, on se targue d'avoir reçu une aide. Mais est-ce qu'on peut être fier d'avoir été aidé par les institutions internationales? On ne peut pas être fier de ça. On devrait être fier de dire, voilà, nous on a construit ceci, on a eu une vision comme cela, et on a mis en place cette vision. Mais lorsqu'on reçoit un peu d'aide ici, ah ben regardez, nous on a obtenu des aides. Mais c'est quoi? Le peuple, il va être des mendiants. On construit d'un peuple Alors, de mendiants. ce que dit le pasteur est intéressant. Le peuple Maga, c'est un peuple particulier, avec une richesse culturelle et avec beaucoup de valeurs. Mais d'où vient le phénomène pour les élites malgaches à s'adonner si facilement à la prédation des biens publics, des biens qui appartiennent au peuple, au point où aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus de confiance. Le peuple n'a plus aucune confiance vis-à-vis de ses dirigeants. Ça vient d'où? Je pense qu'il y a une rupture entre les élites et le peuple malgache au début de ce siècle, en fait. Dès lors que, en fait, les hommes politiques ont changé, il y a une forme de porosité entre le milieu des affaires et le milieu de la politique. Et du coup, des gens qui sont issus des affaires ont voulu faire de la politique à Madagascar. Et dès lors qu'il y a eu ce glissement-là, c'est là que Madagascar, je pense, a perdu la notion noble de la politique. Et si vous voulez, Madagascar ne devrait jamais faire partie des 5 pays les plus pauvres au monde. Oui. Ça, c'est vraiment un paradoxe total. On est un pays insulaire. On a des potentiels énormes. Bien sûr. On regarde même, ne serait-ce que par rapport à la diaspora qui est ici en France, la diaspora, elle est très bien intégrée en France. Elle occupe des bonnes positions au niveau social. Donc Madagascar ne devrait pas se trouver dans cette position-là. Mais on voit bien que si on ne change pas ce système-là, la situation va ne faire que perdurer. Comme des études l'ont montré, Madagascar, c'est un pays qui n'est pas en guerre, c'est un pays qui n'a rien, qui n'a pas d'ennemis, puisqu'on est un pays insulaire, mais on continue à s'appauvrir année après année. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ça les revendications de la Gen Z, c'est qu'elle dit qu'elle ne veut plus de ce système-là. Et on voit bien, c'est que même s'il y a un nouveau système, des nouveaux hommes qui arrivent au pouvoir, rien n'est mis en place pour que ces hommes-là soient eux-mêmes contrôlés. Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une chasse aux sorcières. Ils sont en train de rechercher tous les membres de l'ancien régime pour dire que c'est vous qui avez mis ce pays-là, qui avez mis le pays dans cette situation-là. Or, non, c'est pas eux. Comme il l'a dit, oui. Rodin, justement, ça a été depuis des années et des années. Donc maintenant, si on veut vraiment changer, il faut des garde-fous pour les gens qui gouvernent actuellement. Ce sera ça qui va permettre de mettre encore une confiance entre les élites et le peuple. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free.
Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de Frontal, notre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à Madagascar, qui connaît depuis le 25 mars un nouveau gouvernement après la dissolution du 9 mars dernier. Consoeur, c'est intéressant ce qu'a dit Grégory Sileni dans la première partie de notre émission. Le mouvement La Gen Z, qui prend aujourd'hui autant d'importance politique dans votre pays, comment l'interpréter? C'est le refus de la fatalité et désormais la décision de faire rendre gorge à ceux qui pillent les ressources de l'État? J'aimerais bien que la génération Z occupe une place beaucoup plus importante à Madagascar, parce que leurs revendications de départ et leurs revendications actuelles sont vraiment justifiées. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'ils sont un peu utilisés. C'est le terme exact. C'est-à-dire par les personnes au pouvoir. Parce que quand on a besoin qu'ils s'agitent pour déloger quelqu'un ou pour asseoir la reconnaissance, par exemple, on parle beaucoup de la Gen Z parce que le président actuel a besoin de la Gen Z pour la reconnaissance internationale et pour qu'il ne soit plus en fait pénalisé par le coup d'État. Sauf que dernièrement, la Gen Z a en fait envoyé les membres diplômés pour avoir une place au gouvernement, pour pouvoir changer les choses. Ils n'ont même pas été reçus. Ils ont fait l'accueil, ils n'ont même pas été reçus. Ils ont envoyé leur CV, ils n'ont même pas été reçus. Donc, il ne faut pas, en fait, les utiliser et se moquer d'eux. Moi, je suis... Et là, en fait, il y a une chose qui était très importante aussi. Déjà, le fait que ce soit l'Assemblée nationale qui désigne le Premier ministre, il y a une chose déjà qui est... pour moi, c'est le premier faux pas, déjà. Elle n'a plus la légitimité de faire cela ? C'était pas les personnes qui avaient la majorité à l'Assemblée qui ont désigné. C'est déjà, en fait, comme il dit, à géométrie variable. Et déjà, en fait, dès le départ, il y a eu soit des mallettes, soit des menaces. Donc, voilà. On reviendra sur la question des menaces, mais comprenons, il se passe, il y a une dynamique dans votre pays qu'il faut observer et analyser. Vous avez aujourd'hui ce mouvement de la société civile, la Gen Z, qui réclame la dissolution de l'Assemblée nationale, la dissolution de la Cour constitutionnelle, la dissolution de la Commission électorale nationale. Comment expliquer ces exigences? En fait, c'est facile d'expliquer parce que voilà, comme Grégory tout à l'heure disait, c'est le système qui est gangréné. Alors ces dirigeants-là, moi je vous parle, c'est un député qui était élu pendant 20 ans député. 20 ans député, c'est combien de mandats? 7 fois 7, 23 mandats d'un président. Donc, il disait que voilà, c'est à lui, ça appartenait à lui. Il y a des gens qui, comme ça, dans les politiques, hein, c'est ça
que les Gen Z ils veulent effacer du tableau. Parce que n'oubliez pas que la revendication principale des Gen Z, Oui. c'est des besoins fondamentaux. C'est ça. Et puis ça a pris une dimension politique. Oui, mais parce que à Madagascar, c'était faire une manifestation là-bas, tout est muselé à l'époque. Bah, moi, je vais pas mentir à côté de ma consoeur Lala. Qui soutient, Oui, qui a un grand soutien et grand poche pendant 16 ans quand même. Pendant 16 ans. Du règne d'Andra Joelina. Ouais, le régime d'Andra Joelina, c'était la gabégie totale, quoi. À Madagascar, il y a un délestage. Moi, j'étais là-bas en mois d'août. Moi, je parle terre à terre. J'étais là-bas en mois d'août. Pendant 2 jours, j'ai pas eu de lumière. En pleine capitale. La capitale. Non, pas tous les quartiers. Bah, tout le quartier. Et après, ils ont dit c'est par secteur. Donc voilà, à notre époque. Ah, mais malheureusement, Voilà. c'est pas spécifique à Madagascar, malheureusement. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Mais quand même. Mais on est d'accord. Oui, quand même. C'est pas une raison. Voilà, donc c'est de la part de ces revendications-là que les Gen Z n'en parlent pas, les systèmes éducatifs, les gens qui ont des diplômes, qui voilà, ils n'ont même pas les places adéquates pour ces diplômes. Donc, ils ont revendiqué qu'on change de système. Parce que la HCC, le CNI, le gouvernement, les députés, tout est gangréné. C'est un système on va dire, mafia, quoi. Voilà. À ce point-là. Voilà. Donc, il faut changer. Embarrassement. Voilà. On peut pas, c'est impensable de voir la misère surtout des jeunes. Et heureusement que la Gen Z, ils sont, même, je sais pas si ils sont, ma consoeur tout à l'heure disait que manipulés, mais peut-être c'est en voyant cette situation aussi, ça leur pousse à aller de l'avant pour avoir un peu sa vie, quoi. Oui. C'est une question de vie et de mort. Hein. Alors, ça traduit quand même une forme de spécificité dans votre pays qui peut être intéressant d'analyser. On voit l'irruption sur la scène politique d'un acteur nouveau, un mouvement de la société civile qui pratiquement fait office d'opposition, de parti d'opposition aujourd'hui, et qui tend à devenir un acteur politique. Moi, je dirais plus fait partie d'une entité de proposition, pas d'opposition. Parce que nous restons dans les conjectures lorsque Madame dit qu'ils sont manipulés. Moi, je suis pas plus. Non. Je suis J'ai pas dit là-dedans. qu'ils sont utilisés. Bon, C'est-à-dire on va dire utiliser, mais c'est manipulé on les quand même. prend quand on veut et on les rejette quand on n'a plus besoin d'eux. Mais je pense quand même qu'ils se sont levés. Mais ils ont de l'influence aujourd'hui. Oui. Je dis tant mieux. Parce que il n'y a pas la culture. Je dirais que c'est culturel. Le malgache, c'est quelqu'un qui se fait discret. D'accord. Et au moins, qui est la Gen Z, qui ose se lever. Parce que c'est cette culture de la discrétion, cette culture de vouloir toujours... non, il ne faut pas faire de vagues. Ça commence à bien faire, quoi. Et heureusement que la Gen Z se lève pour que les choses puissent aller dans un autre sens, puissent changer. Et je dirais que la Gen Z, c'est un acteur, Gen Z, d'autres sociétés civiles. Hein, et ça vous satisfait comme ça? D'ailleurs, tout le monde devrait même souhaiter avoir un acteur comme ça. Grégory, ils sont même allés jusqu'à donner un délai de 72 heures. La dernière fois, par exemple, pour dissoudre son gouvernement. Ils donnent même un ultimatum au gouvernement. Vous en êtes là? En fait, c'est pas étonnant. Hein. Ça, c'était des choses qu'on avait... Moi, en tout cas, je m'étais exprimé au sujet de cette révolution. C'est qu'il fallait avoir un garde-fou pour voir s'il allait vraiment avoir du changement auprès des autorités. Parce qu'on savait que les hommes, fondamentalement, ça n'allait pas trop changer. Moi, ce que je vois et ce que j'observe, c'est qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le premier paramètre, c'est qu'on est en train de voir l'influence des réseaux sociaux à Madagascar. C'est ça qui est important. Ouais. C'est une dynamique qui est nouvelle. Parce qu'en fait, si on regarde d'un point de vue historique, il y a toujours eu des vindictes populaires. Et en effet, il arrive que le peuple soit instrumentalisé pour
pour que le régime change. Mais là, il y a vraiment ce phénomène-là qui est nouveau et qui change totalement la donne. Quand on sait que on sait qu'à Madagascar, actuellement, il y a à peu près 3 millions de Malagasy qui ont accès à Internet. Quand on sait qu'au niveau d'une élection présidentielle, vous avez 10 millions d'électeurs et il n'y en a que 5 millions qui votent. Donc vous voyez un peu les paramètres pour vous dire que c'est très influent. Et ça, en effet, c'est assez positif. C'est assez positif pour la société parce que du coup, si on veut que le système change, on a besoin de la Gen Z. En revanche, ce qu'on peut regarder sur le plan politique, je pense que la Gen Z a été un peu prisonnier de son idéologie de départ. Puisque eux, ce qu'ils revendiquaient et ce qu'ils disaient, c'est qu'on est apolitique. Oui. Dès lors qu'ils disaient qu'ils étaient apolitiques, c'est étrange que maintenant ils disent qu'on veut avoir des places dans le gouvernement. C'est ça. Vous voyez, donc là, il y a une dichotomie dans le discours et on voit l'évolution du mouvement. Mais ça peut aussi s'expliquer par un autre phénomène. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une Gen Z, mais il y a des Gen Z. Il y a des gens qui ont récupéré le mouvement. Et c'est pour ça que si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs entités qui se revendiquent être de la Gen Z. C'est pour ça que du coup, il y a cette dichotomie dans le discours. Consoeur, gouvernement dissous, un nouveau gouvernement formé, le président avait donné un calendrier à la SADC. Quant au déroulé de la transition, si on reste sur le sujet de la Gen Z, pouvons-nous imaginer la situation évoluer politiquement au point où, à la prochaine élection, aux prochaines élections législative, il y a une sorte de raz-de-marée de la Gen Z à l'Assemblée nationale malgache, ou bien comment doit-on s'imaginer la suite prochaine de cette influence politique de plus en plus forte que prend ce mouvement? Ben déjà, vous avez tout dit, ce serait bien qu'il y ait un raz-de-marée de la Gen Z pour une véritable refondation. Parce que là, on est toujours dans le même système. Et vous avez tout à l'heure dit pourquoi Madagascar s'appauvrit. Il n'y a qu'à regarder, en fait, les émoluments et les avantages des personnes qui sont au pouvoir, complètement aberrants par rapport à la vie du peuple malgache. Le salaire est déjà énorme, plus les avantages, plus les primes, plus les... Bon, je vais vous donner un exemple tout bête qui a fait le buzz sur la toile. C'est qu'une personne a été nommée et a travaillé 4 jours et a réclamé son 13e mois. L'ADAF... C'était en décembre. Oui. L'ADAF qui s'est opposé en disant que déjà, il n'a pas été... Non, que déjà, il n'a pas été recruté comme l'indiquent les règles en ce qui concerne l'endroit où il travaille. Oui. Vous savez qu'est-ce qui a été limogé? La DAF qui a mis ce problème sur le plateau. Ah oui? Non, comment voulez-vous qu'on croie à une refondation avec ce genre de comportement? Je n'en ai cité qu'un parmi 10 000. Mais madame, excusez-moi, votre compatriote tout à l'heure a voulu vous charrier peut-être un peu. Vous avez soutenu l'ancien président pendant 16 ans. Oui. Et tout n'est pas rose non plus. Et ces pratiques avaient déjà cours. De quoi? Ces façons de faire. Tout ce que nous dénonçons dans cette émission, sous le président, M. Pamphile, notre confrère, l'a relevé tout à l'heure. Il a été au pouvoir pendant 16 ans. Non, là, en fait, aussi, c'est un mauvais calcul. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont succédées sur 16 ans. Quand même, il était là en transition depuis 2009. Et après, il y a eu qui? Il a fait deux mandats. Et après, il y a eu qui? Il y a eu effectivement... il avait 2 mandats quand même. Il y a même eu des assassinats du temps de votre président là. Parce que vous vous rappelez de M. Roberto Carlos? Ça vous dit quelque chose? Voilà. Alors, je l'ai dit, le président a donné à la SADC, c'est quoi, 24 mois, hein, je crois. La transition est censée... Comment doit-on s'imaginer ces 24 mois? Il y aura des élections à un moment donné, des élections législatives, pour avoir une Assemblée nationale plus légitime encore, et il y aura une présidentielle, si oui. C'est quoi la tendance aujourd'hui? Il sera candidat, sans doute. Je ne peux pas dire qu'il sera candidat parce que moi je ne suis pas dans la sphère présidentielle, mais voilà, j'observe les choses. Mais du moment où il a accepté la feuille de route disant que voilà, c'est
la SADC et l'Union africaine aussi qui disaient que voilà, il y a une chronologie à faire. C'était signé le 28 février. Il y avait des débats par rapport à ça. Est-ce que c'est feuille de route ou c'est les chronologies des choses à faire? Donc ça, c'est un peu flou parce que nous, de l'extérieur, on ne voit pas les choses. Mais pour être intégré dans l'Union africaine, il faut quand même... Réintégrer, effectivement, voilà. puisque vous êtes... Donc, il y a exclu. une chronologie. À la fin, je vois juste sur la toile aussi que voilà, c'était prévu au mois de novembre 2027, au plus tard. Mais ce qui me fait peur, en fait, c'est que voilà, c'est l'éternisation de cette transition disait intérim. C'est ça aussi. Parce que des fois, c'est tellement flou la feuille de route que tout le monde a peur si ça va s'éterniser, cette de transition. C'est une question tout à fait légitime voilà. que vous posez. Grégory Sileni l'a dit tout à l'heure, le président, à travers ses nombreux voyages, qui fait rentrer dans les habits du président. Président, oui. Et généralement, quand on rentre correctement dans les habits du président, comme il est en train de faire là, moi, je voulais juste oui, s'il vous plaît, Richard, parce que là, ce qui fait aussi aujourd'hui, avec les accords internationaux, avec la Russie, avec tel partenariat, c'est pas des gens qui viennent de la route qui va faire ça, c'est des présidents élus. Moi, je m'excuse, je suis désolé, mais voilà, c'est un programme de gouvernement, ça. C'est pas la transition qui va dire que voilà, moi je vais m'allier à la Russie. Ah, ça c'est... Voilà. Moi, c'est pas anodin sa visite en Russie. Et la chronologie, c'est pas anodine aussi, parce que après la Russie, il était venu en France. Donc peut-être il y a un coup de fouet aussi de la part de la France par rapport à ça. Donc il faut se méfier dans ce que disaient les gens au pouvoir. Vous nous expliquez que un président de la transition doit avoir des pouvoirs limités. C'est pas un président. Normalement, parce qu'il n'est pas élu. Oui. Voilà. Donc moi je pense que une transition, c'est une étape pour aller à l'élection. Et point barre. Et là, il doit se dire que si moi, je sais... parce que moi peut-être, moi, je suis un peu bête, mais la personne qui détient la transition, normalement, il ne se présente pas à l'élection présidentielle. Parce que tu vas être jugé parti. Quel est votre avis sur cette question, monsieur Razami Manana? Mais moi, je dis plutôt que c'est effectivement, on est dans une transition. En principe, la transition prépare pour, comme son nom l'indique, pour une nouvelle... un retour à l'ordre constitutionnel. Voilà, à l'ordre normal. Puis une étape voilà, plus loin. Maintenant, est-ce qu'il se prépare pour se présenter, tout ça? Là, on est dans la conjecture encore. Mais, ceci dit, rien n'empêche un citoyen malgache de se présenter. Oui, ça c'est bien dit. Ça c'est bien dit. Voilà. Honnêtement, on est totalement d'accord. Et même, vous avez des constitutionnalistes qui vous disent, ce n'est pas parce que j'ai été président de la transition que je suis disqualifié pour être président de la République. Exactement. Il y a des constitutionnalistes, y compris des constitutionnalistes malgaches. C'est un débat qu'on peut comprendre. Grégory Sileni, comment doit-on s'imaginer maintenant la suite? Un gouvernement est formé, un nouveau Premier ministre est désigné. On connaît les problèmes. Délestage, vie chère, sécurité, scolarisation, santé, surtout. Comment faire pour être à l'abri d'une nouvelle dissolution? C'est-à-dire, ces défis-là qu'on vient de citer. Comment évaluez-vous la capacité de ce nouveau gouvernement à relever ces défis pour qu'on ne parle pas d'une nouvelle dissolution dans 2 mois? C'est un défi énorme qui attend le nouveau gouvernement. Moi, vous savez, j'ai lu le Premier ministre qui a été donc destitué, Erdsalama Rajoelinarevolt. Il a publié un livret blanc, du coup, qui fait le bilan de son action sur les 5 mois. Et moi, j'étais très, très déçu de ce bilan. Il n'y a pas un seul chiffre sur un rapport de 68 pages.
Déjà, je trouvais ça très étonnant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de palabres, il y a beaucoup de sémantique, mais très peu de... Pas de diagnostic, et on ne sait pas vraiment où va ce gouvernement. En fait, hein. Il n'y a pas d'évaluation, et puis surtout, il n'y a pas de proposition. Parce qu'il y a plein de mots qui sont dits, oui, on veut déployer de la stratégie, on veut faire beaucoup de choses sur le Mais plan... ça, c'est le défaut malgache. Ça. Oui, mais là... Parce que le PEM, On veut pas président parler a fait de- du PEM, le PEM, le programme Émergence Madagascar, du temps des Raduel, il n'y avait pas de chiffres. Il y avait beaucoup de choses, Oui. pas de chiffres. Mais donc ça veut dire que là, ceux qui sont en place, quand vous dites là, savoir quelles vont être les priorités par rapport notamment à l'urgence sociale, quel plan va être déployé, non, il n'y a pas grand-chose qui va être fait, malheureusement. C'est ça. Quand on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas un vrai diagnostic de la situation, quand il n'y a pas de diagnostic, on ne sait pas où on va aller. C'est ça le problème. Moi, je pense, par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, je pense que le président Randrianirina va beaucoup se réfugier derrière la concertation nationale. C'est ce qu'on attend et c'est ce qui a été dit justement, ce qui allait être précisé dans la feuille de route, parce que la concertation nationale a pour objectif justement de prendre les propositions de la population. Des forces vives. Exactement, ce sera un moyen de tenir en haleine la population, mais je crains beaucoup sur les urgences sociales qui ne puissent trouver des solutions durables pour Madagascar. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal Plus Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de notre émission, de notre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à Madagascar et mes sympathiques invités sont avec moi pour parler de Madagascar et du futur de Madagascar. Chers consoeurs, on voit aujourd'hui que les seuls acteurs qui sont sur la scène politique aujourd'hui, c'est ceux qui animent la transition et le mouvement, la Gen Z. Il est difficile d'imaginer que dans 24 mois, il y aura d'autres acteurs qui sortiront de quelque part pour gérer le pouvoir. Ça veut dire quoi? Qu'on a déjà, d'une certaine manière, les pépinières des acteurs politiques qu'on aura, qui, dans le Madagascar, qui reviendra à l'ordre constitutionnel. Non, là, les vrais, entre guillemets, les dinosaures de la politique observent comment ça se passe. Ils sont encore cachés. Ben, ils sont pas cachés, ils sont à l'affût, on va dire. Ils sont à l'affût. Et c'est vrai que beaucoup de Malgaches espéraient énormément, en fait, comment on appelle ça, l'influence de la Gen Z. Oui. Mais le mouvement, malheureusement, en fait, s'essouffle un peu, justement, à cause des divisions, parce qu'il y a énormément de Gen Z, il y a énormément de Gen Y, génération X aussi. Il y a un cafouillage, en fait, qui fait que le poids porté par la Gen Z Mais on voit qu'avec l'alliance Vato, ça semble quand même récupérer... Enfin, être un socle ou un creuset pour éviter la dispersion, non, de ce mouvement. Encore faut-il que tous les membres de tous ces jeunes soient en fait conscients de l'importance de ce qu'ils veulent apporter comme changement et pas uniquement se disputer pour être à la tête du mouvement. Ça va être quoi? Une sorte de spirale finalement sans fin où
les revendications sont là, on les connaît, mais on ne les satisfait jamais. On forme un gouvernement, il y aura des mécontentements, il y aura encore des protestations, on va dissoudre le gouvernement, il y aura un nouveau gouvernement qui ne s'attaque jamais au problème. C'est quoi la clé, selon vous? Tant que, là, de toute façon, on en a discuté, tant qu'on ne change pas le système, on aura beau mettre Pierre, Paul et Jacques au pouvoir, ça ne va rien changer Quand pour vous les dites système, Malgaches. vous parlez de quoi? Le système qui est institué, le népotisme, Oui. comme il dit. Bon, moi, je n'étais pas au courant des assassinats, mais effectivement, le nom que vous avez cité. Ah si, ça me pendant parle. Oui. Mais, avant le coup d'État, il y a eu quand même des Malgaches qui sont tombés sous des balles. là, on en a déjà discuté Oui, la on en a dernière déjà fois discuté. qu'on s'est vu. Oui, vous avez parce nuancé que ça, qui mais... avait intérêt, en fait, à ce que... je vous avais dit à l'époque que le président, il cherchait, en fait, à discuter avec toutes les parties en présence. Il ne pouvait pas discuter avec la Gen Z parce que la Gen Z était un mouvement horizontal. Il ne voulait pas de verticalité en fait de pouvoir. Donc il n'y avait pas d'interlocuteur avec qui discuter puisqu'ils étaient tous au même niveau. Par contre, qui a intérêt à ce que ça dégénère, que la situation dégénère? Qui profite? Il y a eu des bruits, bon, on n'a pas les preuves, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas, mais que ces personnes qui ont tué ont été payées. Mais vous pensez, c'est ce qui se dit, maintenant on n'a pas les preuves. Donc on ne peut pas dire oui, c'est vrai ou non, c'est pas vrai. Mais un président qui est déjà, en fait, comme je dirais à ce moment-là, entre deux choses, il ne va pas choisir pour tuer son peuple. Vous avez raison. Il ne va pas choisir pour tuer son peuple. C'est clair, vous avez raison. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'est jamais rentré dans les histoires pour pouvoir... Là, ce qu'on voit actuellement, et c'est ça qui est vraiment choquant, c'est qu'on essaie, en fait, à tout prix, de diviser, en fait, les Malgaches. Je n'ai jamais entendu, comme on dit, sur 60 ans, un président dire « Je suis président, je défends tel endroit et je mets un chapeau qui dit de quelle région je viens. » Un président, c'est le président de tous les Malgaches. Et c'est ce que fait l'actuel président. C'est la première fois qu'on entend surtout des discussions. Qui se réclame d'une région ou d'une partie de Madagascar. Pareil. Et les personnes qui sont nommées aussi. Là, moi, je peux mettre ma main à couper, mais on peut vérifier toutes les dernières nominations à tous les postes là, pour savoir de quelle région ils viennent. Comment on en sort? Parce que si ça continue, les militaires, ils vont s'éterniser au pouvoir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais rebondir à ce que ma consoeur disait là. C'est une fibre très très sensible à Madagascar, de parler la race ou la région. La région. Donc si on commence à parler ça n'arrête jamais. J'espère et je prie fortement pour que les gens au pouvoir puissent discerner ce que parce que si ils rentrent vraiment dans ce domaine-là, c'est très très difficile de s'en sortir. Mais moi j'espère que il y a une date précise pour les élections Et j'espère que ça se déroule très bien pour que les problèmes des jeunes qui sont revendiqués au mois de septembre par rapport aux pénuries, le système éducatif, vont avoir des solutions. Non, mais disons les choses clairement. Et Grégory l'a dit dans la deuxième partie en parlant des concertations à venir. On sait comment fonctionne la mécanique. Puisque c'est le pouvoir qui va désigner les délégués et les participants au dialogue, à ce dialogue. Les recommandations qui seront faites iront forcément en faveur du pouvoir. Et il est bien imaginable que l'actuel président de la refondation soit candidat à l'élection présidentielle et qu'il soit même élu. On est d'accord que c'est le schéma même possible. Mais les problèmes des Malgaches sont là. Il faut les régler. Délestage, on l'a dit aujourd'hui, délestage, vicieux, etc. La question c'est, pourquoi c'est si difficile de régler ces problèmes? C'est les moyens qui manquent. Grégory l'a dit, Madagascar ne manque pas de moyens. Comment se fait? C'est le manque de volonté politique ou le manque de moyens? Non, ou les deux? C'est pas question de moyens, c'est question de vision. Ça veut dire que personne ne développe une vision pour Madagascar dans 20, 30, 50 ans. C'est-à-dire que
on fait de la politique de la petite semaine, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va exactement, qu'est-ce qu'on veut pour Madagascar, qu'est-ce qu'on veut pour les Malgaches, mais on fait les choses en fonction de où est-ce qu'il y a un financement. Mais ce n'est pas une vision. Une vision, c'est quelque chose que vous tracez et vous vous focalisez dessus pour le réaliser, quelles que soient les circonstances et les événements. Et c'est ça qui manque. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes les élections qu'on veut. On peut mettre qui on veut. Tant qu'il n'y a pas de vision, il n'y a rien. Et les problèmes seront là. Grégory, problème de vision? Ah oui, fondamentalement, Madagascar, il y a un problème de vision. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été le cas avec les anciens présidents. Il a dit, il n'y a qu'à Madagascar où on voit que quand il y a un représentant de la Banque mondiale qui vient, ça fait la une des journaux. Moi, je cite Didier Ratsir qui disait nous, on veut l'aide qui nous aide de ne plus demander de l'aide. C'est ça qu'il demandait, c'est-à-dire plus être tributaire de l'aide internationale. Or, aujourd'hui, c'est ça Madagascar. Le calendrier se fait en fonction de ce que vont donner les bailleurs de fonds. Et pourtant, il y a une variable qui est très importante actuellement. On l'a bien vu avec les derniers voyages diplomatiques de Michael Randrianirina. La position géostratégique de Madagascar intéresse toutes les grandes puissances. C'est vrai. Les États-Unis, la Russie et la France. Ça veut dire que si il y a une vision à Madagascar, elle pourra se faire assez aisément, puisqu'il y a les ressources minières à Madagascar, il y a le tourisme, on sait aujourd'hui qu'on a quand même une assise de 200 000 touristes qui viennent chercher. La vanille, exactement. Bien sûr. Donc il y a vraiment des choses à faire. Et puis, on parlait tout à l'heure du système à Madagascar. À Madagascar, il ne faut pas oublier, on a une institution qui est décentralisée. On a des gouverneurs, on a les maires, bien évidemment. Tout ça fait que ces interlocuteurs-là, d'en bas, on peut changer le système. Il faut arrêter d'avoir cette verticalité et de tout attendre d'en haut. C'est ça le problème aujourd'hui à Madagascar. Il faut jouer sur cette décentralisation qui est effective. Donner les moyens aux collectivités décentralisées, exactement, aux régions. Exactement. Parce que vous voyez, par exemple, vous prenez l'exemple de Tamatave. Oui. Tamatave, c'est le plus grand port de Madagascar. Tamatave devrait être le poumon économique de Madagascar. Puisque l'accès maritime, c'est une richesse pour Madagascar, il faut que Tamatave soit développé pour que, justement, il n'y ait plus justement cette polarisation sur Tananarive, mais qu'il y ait aussi Tamatave qui puisse se développer de manière en tout cas assez conséquente, parce que ça va être bénéfique pour Madagascar. Donc ça, on a vraiment... Il faut pas croire... En fait, il y a deux aspects qu'il faut bien prendre en compte pour Madagascar. Il y a une difficulté qui est propre, on va dire un problème endogène, qui est lié à nos institutions, à nos systèmes et aux hommes, qui continuent malheureusement cette corruption. On l'a vu sur le peu de mois où on a entendu des affaires, en tout cas... Qui fait beaucoup de résonance, notamment sur les réseaux sociaux. Après, il faudra voir la véracité, en tout cas, de ces informations. Mais après, en termes de modèle économique, en termes de paradigme, Madagascar, ce n'est pas une difficulté de développer, parce qu'on a vraiment des potentiels énormes. C'est pas difficile que Madagascar puisse se relever. Donc ça, il faut bien l'entendre, ça. S'il y a quelque chose qui vaut pour Madagascar, mais aussi pour les autres pays, vous l'avez dit, il faut changer le système, mais c'est d'instituer des mécanismes de contrôle et de sanction. Pourquoi ça n'existe pas? En fait, parce que même les mécanismes de contrôle ne sont pas en fait... opérationnels. Non, ne sont pas... efficaces. Si, ils sont efficaces, mais à un moment ou à un autre, quand ils touchent de trop près le pouvoir, on leur demande de se taire. La preuve, c'est que maintenant, on apprend des scandales qui ont existé il y a quelque temps. Personne n'en a parlé. Tout d'un coup, ça devient en fait un sujet de discussion, et donc ça ne date pas que du gouvernement précédent, mais de bien avant, de bien plus longtemps. Il y a eu des noms qui ont été cités. Un tel a fait ceci, un tel a fait cela, un tel a fait ceci. Pourquoi on n'en a pas parlé? Il y a une impunité consacrée pour les victimes. On peut dire ça comme ça. En fait, il y a une mainmise de l'exécutif sur tout. Et là, malheureusement, l'exécutif dont on parle, j'aime beaucoup mes compatriotes qui ont une vision très... comment on appelle ça? J'appelle ça un peu télétoubis, parce que là, vu la réalité de ce qu'il y a à Madagascar, croire que ce gouvernement va changer quelque chose en l'espace de 2 ans... Il y a eu, à un moment, en fait, le président s'était trahi. Quand je dis le président, je voudrais plutôt dire le colonel, s'était trahi parce que quand on lui a posé la question, mais
votre transition, elle va durer combien de temps? Il a dit, 2 ans, 3 ans, 10 ans, on ne sait pas. Donc, ça veut dire que lui non plus n'est pas prêt qui décide de la durée de la transition alors? Si lui, il ne sait pas. Déjà, en fait, il y a déjà un problème parce que on ne fait pas, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, on ne fait pas de comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Lorsqu'on est un chef d'État par intérim, on ne fait pas de, comment on appelle ça? Quand on institue un président. Je parle. Serment? Non. Prêter serment? Non. C'est pas prêter serment, mais le grand. J'ai perdu où on invite tous les. Investiture, merci. Où on invite tous les présidents. Depuis quand on fait une investiture d'un chef d'État par intérim? Et tout d'un coup, le chef d'État par intérim, on ne sait pas par quel miracle il est devenu président de la transition. Entre eux, ils ne sont même pas d'accord. Il y en a qui disent, mais non, on n'est pas en transition, on est en intérim. Mais l'intérim, ça dure combien de temps? Que dit la Constitution là-dessus? Ça veut tout dire. Hein. Au fond, j'ai posé à votre compatriote la question du contrôle et de sanctions. Il n'y a que ça qui évite qu'on confonde les caisses de l'État à sa poche. Pourquoi c'est compliqué dans votre pays? C'est compliqué parce qu'ils sont tous ils mangent des amis. Ils mangent tous. Ils sont tous... non, peut-être pas tous. Respectons. Dans cette émission, les Malgaches qui sont intègres, il y a forcément il y en a des une qui est Malgaches intègre et qui est en prison maintenant. Les intègres sont plutôt en prison? Voilà. Non, mais c'est pour ça que les générations Z revendiquent que le système change. Voilà, parce qu'ils sont tous copains, copines. Ils se connaissent tous. Ils jouent avec... moi, je suis... déjà, il n'y a pas de parti de gauche ou de parti de droite là-bas. Tout est à gauche, tout est à droite. Voilà, c'est ça. En fonction de... Voilà, donc c'est un peu difficile, comme disait Grégory tout à l'heure, mais l'essentiel, c'est que il y a une chronologie bien... Heureusement que la SADC et l'Union africaine est derrière nous aussi pour... il faut que vous rentriez dans le... Oui. Il faut revenir dans le cadre institutionnel. Homme de Dieu, homme de foi. Vous êtes optimiste? Bien sûr. C'est obligé. Parce qu'on ne peut pas, déterminer l'avenir d'un pays par rapport à ce qui s'est passé avant. Ça, c'est ce qui s'est passé avant, c'est passé avant. Et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Justement, la foi nous amène à changer les choses. Parce qu'on ne peut pas laisser perdurer une situation et dire que ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Non, il y a toujours quelque chose à faire. Grégory, votre mot de la fin, on va espérer quoi? Que les mouvements de la société civile prospèrent et amènent à insuffler le changement qu'il faut pour assainir le système. Phil a abordé un point très important tout à l'heure et j'aimerais bien vraiment qu'on y consacre une émission à ça prochainement parce que il est en train de se passer quelque chose, notamment avec le rapprochement avec la Russie. Il y a plusieurs hommes importants qui sont arrivés à Madagascar. Monsieur Averianov, qui est notamment à la tête d'Africa Corps. Monsieur Primakov aussi pour la maison russe à Madagascar qui va être installée. Et quand on sait comment la Russie, qui a pénétré notamment des pays comme la Centrafrique, mais également les pays du Sahel, cela augure pas forcément des bonnes choses pour Madagascar. Et actuellement, moi, mes relais que j'ai sur place en local n'ont pas la mesure de la dangerosité de cette diplomatie. Cette diplomatie, elle est vue comme étant, bien évidemment, on dit les termes, comme ils disent les jeunes, on intègre le monde multipolaire, on fait le jeu de la géopolitique, mais ce n'est pas du tout ça. On sait très bien quels sont les objectifs de la Russie, et ça, par contre, c'est très inquiétant pour Madagascar, et je pense que ce sujet-là, il faut qu'il soit abordé vraiment au niveau médiatique. On fera une émission spéciale sur la question. J'ai commencé par vous, je finis par vous. Vous êtes à la fois femme et mère. Votre dernier mot à l'endroit de vos compatriotes malgaches qui nous suivent? J'espère qu'on écoutera plus la Gen Z, puisque nous, c'est la jeunesse qui est le moteur du pays, et qu'on ne se sert pas uniquement d'eux quand on a besoin, mais qu'on écoute ce qu'ils disent, parce qu'eux, ils ont besoin de faire évoluer le pays, de faire table rase de tout ce qui est corruption. Or, pour l'instant, c'est la corruption qui gangrène Madagascar. Donc, on attend beaucoup, en fait, qu'on écoute plus la Gen Z pour qu'elle puisse être, en fait, l'émulation pour que ce soit une véritable refondation.
Et que ce ne soit pas juste on change de personne, mais on continue les mauvaises pratiques. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré à Madagascar. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. Retrouvez-nous sur le bouquet Canal+, Afrique Canal 573 et en France sur Free Canal 426 encore une fois. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci. Merci pour l'invitation.